Donc le groupe EPIC a fait le choix d'aligner 3 de ses membres. On a fait le choix de croiser 3 profils de professionnalité différentes de façon à rendre compte un petit peu d'une vision qui pourrait être par moment différente. Donc dans un premier temps, je vous présente donc, Julien Canda, donc, qui vient de l'Académie de Nice. Il exerce en collège rural. Il a 3 ans d'ancienneté. 3 ans d'ancienneté. Il a fait son mémoire M2 sur le groupe EPIC. Et donc il baigne dans le bain, il a une immersion réelle. Et il a déjà écrit donc, dans le tome 2 du groupe. Et puis il est responsable aussi, très actif, responsable aussi de com sur les réseaux sociaux du groupe EPIC. Et il est aussi développeur matériel, il vous expliquera. C'est un membre actif aussi au niveau du Conseil national à EPS. Et il a un travail qui est déjà engagé avec Jean-Luc Ubaldi sur le prochain cahier du CEDREPS. Donc voilà, une volonté de s'ouvrir aussi aux autres. À ma droite, ici au milieu, Lucie Lacoste, professeure agrégée, elle exerce, elle, en collège en milieu difficile. Elle est formatrice au concours, CAPES Agrég, et elle est sur l'Académie de Bordeaux. Elle a 17 ans d'ancienneté, un petit peu plus d'épaisseur professionnelle, pas le reste, parce que l'épaisseur c'est plus à droite. Et puis, elle, par contre, elle a intégré le groupe EPIC il y a 2 ans. Donc 17 ans d'ancienneté, mais 2 ans du groupe EPIC. Elle découvre, elle se construit, et vous verrez, ça pourra avoir des incidences. Elle a communiqué sur le Biennale de Poitiers en 2023, il y a quelques mois. Voilà, et puis moi, Cyril Albertini, je suis sur l'Académie de Corse, enseignant-formateur, et j'ai quelques publications autour de la natation. On aimerait avoir aussi quelques mots pour les absents qui ne sont pas ici avec nous. Il y a tout d'abord David Rossi qui a été l'instigateur du groupe, le capitaine du groupe, le cordeau. Il est sur l'Académie de Nice, il n'est pas là aujourd'hui, il a pris un petit peu de retrait, de recul. Il y a Régis Fayobos qui est là en amphithéâtre, qui n'est pas ici avec nous sur la tribune, mais c'était important pour nous d'aligner ces différents profils-là. Et puis on aimerait aussi avoir bien entendu une pensée pour Jérémy Gibon, qui est plus là, et il était cordeau du groupe, et voilà. Sur la EPS, sur le groupe EPIC, donc c'est notre anniversaire, on a 10 ans. Et on compte 15-16 membres, on a écrit 2 tomes, 2 ouvrages et environ 70 articles. On vient vous présenter notre démarche, entre guillemets, mais pour l'EPS de demain, puisque c'est la thématique de la journée, de l'EPS de demain, elle n'est pas là, elle est là. D'accord ? Donc moi je vais parler un peu, mais c'est surtout eux qui vont s'exprimer. Une EPS qui sort de ces murs, on est tout à fait d'accord avec ce qui a été proposé par le groupe Coopération. C'est aussi ce que soutient le groupe Analyse de Pratique, notamment Léa Gossman et Nicolas Terré. Donc une EPS qui sort de ces murs, et c'est sur ces propositions-là qu'on va aller. Et puis on va s'inscrire dans une démarche EPIC, bien entendu, on va vous présenter notre vision, mais pas de façon isolée. Pas de façon isolée, on y tient. Je rebondis sur les propos de Romain Baron, j'ai du mal à voir parce qu'on est aveuglé par les projecteurs, mais on va essayer de montrer qu'on se nourrit des autres, qu'on a besoin des autres, et que cette synergie, elle est collective au sein de la EPS. Et on essaiera d'illustrer ces besoins par des liens réguliers. Donc, pour répondre à la thématique du jour, c'est-à-dire quel EPS voulons-nous, en fait, au sein du groupe, on a 3 pistes de réflexion. La première, c'est vraiment quelle vision de l'école de demain on a, mais par rapport, en fait, à un constat qui est qu'on a une école qui est certes bienveillante, mais qui n'est peut-être pas exigeante pour tous. L'objectif, ça va être en fait de stimuler vraiment les élèves qui sont compétents à l'école afin de porter chacun et chacune à son plus haut niveau de talent et de son mérite. Et pour ça, en fait, on a dégagé tous ensemble 3 moyens. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la différenciation pédagogique, c'est l'enjeu qui nous est cher sur l'évaluation exigeante et bienveillante, avec nos empans et nos seuils qu'on va évoquer tout à l'heure, mais c'est aussi en fait avoir un suivi d'élèves. Le deuxième constat qu'on fait, c'est la stabilité et la continuité des programmes. Donc ça, c'est vraiment l'objectif également qu'on a. On a assisté à une valse ministérielle et ce qu'on souhaite vraiment, quel EPS voulons-nous, mais au sein de l'école, c'est une école stable et réfléchie sur l'intégralité du parcours. Alors on a des moyens qui sont positifs actuellement sur les programmes collèges
qui sont stables depuis 2015, mais également ceux du lycée qui sont stables depuis 2017 et 2019. Pour compléter ce que dit Lucie, j'aimerais apporter aussi un avis sur cette stabilité des programmes qui doivent à mon sens rester des programmes ouverts. Des programmes qui ne vont pas enfermer, mais des programmes qui vont apporter cette ouverture pour rester dans la construction de formes scolaires de pratique, tout en restant un guide, en restant un appui et non une prescription. Nous souhaitons aussi surtout une école respectée. En tant qu'enseignant, ce qui me gêne souvent, c'est le manque de respect. Le manque de respect des élèves entre eux, le manque de respect des élèves envers l'enseignant. Il ne s'agit pas de se faire étrangler tous les 3 matins, mais même ne serait-ce que, moi par exemple, quand je parle, un élève qui n'écoute pas, qui tourne le dos, qui fait autre chose, qui garde ses écouteurs, enfin, en termes d'éducation, j'ai l'impression qu'on est loin. Et puis, respect en termes de, aussi par rapport à la communauté éducative, les AED, les CPE, les chefs d'établissement, et puis aussi respect, et ceux qui sont en établissement, ou ceux qui vont l'être, et je vous le souhaite, le respect des parents auprès des enseignants. Donc cette école sanctuaire, et si je rebondis sur les propos de Loïc ce matin sur le fait que l'EPS devait être ou pas perméable à la culture, en tout cas qu'elle soit imperméable à certains comportements d'incivilité de la société. Donc si on évoque ensemble quel EPS nous voulons dans 10 ans, le premier axe en fait qu'on propose d'échanger, sur lequel on propose d'échanger avec vous, c'est vraiment le concept qui nous est cher, qui est l'évaluation légitime et qui doit être au service des apprentissages. Ce qui nous pilote, c'est vraiment la clarté des attendus. Alors c'est quoi? En fait, clairement, nous, ce qu'on veut, c'est se questionner sur que peut-on raisonnablement attendre de nos élèves dans notre contexte, dans cette classe, dans tel APSA, par rapport à un niveau de séquence. Ça, c'est important. Et pour ça, il faut définir un dispositif, un protocole et des indicateurs. Ce qui est important pour nous, c'est de sortir d'une évaluation sanction et d'aller vers une évaluation qui, pour nous, est lisible, positive et compréhensible et au service des apprentissages. Alors, notre type d'évaluation, on pense qu'elle va gagner parallèlement sa légitimité sur 2 points. Le premier, c'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que nos évaluations, elles sont menées avec des recherches-actions de terrain. C'est ce qu'on va appeler en fait une conception continuée dans l'usage. Et ensuite, je vais me tourner vers le groupe analyse de pratique. Et je voudrais également que cette évaluation, elle gagne cette légitimité avec vous et qu'on puisse avoir en fait une analyse pour valider nos processus d'évaluation. Ça, ce serait vraiment top. Alors, l'évaluation, c'est notre credo, ou les évaluations, simple, lisible, compréhensible, c'est la loi de 2013, la loi Vincent Payon. C'est une commande, loi d'orientation. Il y a aussi la loi de 2019, loi Blanquer, évaluée pour faire progresser, pour accompagner l'élève. Mais ce ne sont pas que des prescriptions auxquelles on ferait révérence. C'est vraiment des choses auxquelles on croit, parce qu'effectivement, quand on regarde les rapports DEPP, qui est l'organe évaluateur du ministère national, quand on regarde les enquêtes PISA, quand on regarde même les rapports IG, on se rend compte que l'anxiété des élèves, le stress des élèves est néfaste pour leurs apprentissages. Et là, on parle de tous les apprentissages, notamment aussi les apprentissages académiques, pas que les apprentissages EPS. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir agir sur les effets de ce stress. Il peut y avoir des effets qui sont toxiques, avec vraiment une détérioration des hautes doses. Il y a certains neuropsychiatres, neuropédopsychiatres qui en parlent, sur la cortisol, sur l'adrénaline, qui peuvent arriver jusqu'à détruire des structures dans le cerveau, notamment le cortex préfrontal, avec une capacité à faire des choix, et puis aussi l'hippocampe, sur la capacité à mémoriser. Donc ça peut avoir une influence vraiment toxique sur les apprentissages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous organise fortement. Le deuxième point que nous aimerions aborder pour le PS de demain, c'est laisser des traces positives aux élèves par également l'évaluation. On parle donc de traces d'apprentissage dans le groupe EPIC de manière à révéler. Révéler quoi? Ça va être révéler déjà des lignes de faille, des lignes de force à travailler à travers le passage dans une situation complexe qui va, par le score
aiguiller vers des tâches simples. Ça va être révélé aussi un plaisir également, et je fais le lien avec le groupe plaisir. Sur un plaisir peut-être plutôt différé, le plaisir aussi d'avoir la possibilité, par la possibilité de se confronter avec le score, de se voir progresser tout au long de la séquence d'enseignement. La démarche est vraiment grâce aux indicateurs, dans ce dispositif d'alternance de situations complexes et de tâches simples, de venir régulièrement, par des indicateurs combinatoires, visuels, radars, que nous vous présenterons juste après, avoir un retour d'informations régulier dans cette séquence. Je fais un lien fort aussi avec le groupe Plaisir qui définit aussi qu'un conflit de sens est démobilisateur, tandis que la concordance de sens procure plaisir et engagement. Et pour nous, cette démarche d'évaluation par indicateur de compétences apporte du sens aux élèves dans les apprentissages, puisqu'ils savent quelles sont leurs lignes de faille qu'il va falloir travailler pour progresser, et leurs lignes de force qu'il va falloir exploiter pour les stabiliser et aller encore plus loin. Le groupe Plaisir annonce également qu'une pédagogie de la mobilisation cherche à diminuer des contraintes qui pèsent sur la mobilisation des élèves et tend vers des formes d'autodétermination, d'offrir des possibilités de choix plutôt que des contraintes à respecter qui sont source du coup d'affects positifs et stimulent l'implication des élèves. Cette démarche me fait penser aussi, puisqu'elle est dans une démarche d'autonomie, un des piliers fondateurs de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, le besoin d'autonomie. Cette pédagogie de la mobilisation, nous en sommes donc très sensibles avec le groupe Plaisir. Et ça me fait aussi penser à quelque chose que Jérôme Bourbousson est venu nous annoncer en 2023 lors du dernier Conseil national, dans le concept de mise en résonance des élèves par vibration, en situation limite pour atteindre une phénoménalité existentielle. Plus simplement, il s'agit de s'appuyer sur les travaux de Rosa, à savoir, à l'image d'une corde à l'intérieur de l'individu, qu'est-ce qui va vous faire résonner en EPS, qu'est-ce qui va vous faire aller vers un retour vers l'activité physique, qu'est-ce qui va vous faire y retourner. Les travaux de Jaspers, donc concernant la phénoménalité existentielle qu'il confronte à la phénoménalité empirique, lui, nous apportent plus cette dynamique aussi de parler, quand on retourne vers quelque chose pour aller apprendre, après un effort, il faut savoir qu'il y a des élèves et des individus qui vont être vers ce qui frotte ou ce qui vibre. Ce qui vibre, c'est vraiment ce concept de résonance. Pratiquant de kitesurf, moi ça va être ce moment sur mon foil à 20 nœuds où je prends un plaisir énorme et qui fait que je vais y retourner la prochaine fois, même si l'eau est à 14 degrés, qu'il y a du vent et que j'ai pas forcément envie en me levant le matin. Il y a aussi ce qui frotte, et ce qui frotte, ça va être ce rapport à l'effort, ce rapport d'aller se donner, d'avoir cette décharge aussi d'endorphine après l'effort. Prends l'exemple d'un 10 km à pied qui est jamais agréable sur le coup, surtout avec 110 kg à porter, et qui vient derrière, par contre, quand on a fini, avoir ce plaisir différé. Sur ce plaisir, c'est pas des liens formels qu'on cherche, c'est vraiment des choses qui nous organisent. Et donc, on a besoin des travaux, des avancées du groupe Plaisir pour se nourrir, pour nourrir aussi pour nos propositions. Parce qu'effectivement, on recherche, alors on a bien compris, il y a des traces mnésiques positives qui sont sur les affects, sur les progrès et sur la reconnaissance. Donc ça va nous permettre de venir justifier justement nos procédures. Ce qu'on cherche, c'est de dépasser justement ces effets toxiques dont je parlais tout à l'heure pour aller vers des effets fertiles, positifs. Il y a plusieurs jeux d'hormones. Donc effectivement, l'ocytocine en priorité, qui est une hormone qui est plutôt sur la connaissance de soi, qui permet de faire descendre le niveau de stress, du cortisol, mais aussi souvent l'endorphine, qui est une hormone du plaisir, dont on parlait un petit peu, mais qui est aussi un antalgique par rapport à la douleur, le froid. La sérotonine aussi, qui est une hormone sur la tolérance, aussi un petit peu à la douleur, mais aussi la tolérance de l'autre, la tolérance par rapport à l'empathie ou la capacité à entendre ce que l'autre va me dire. Et puis bien entendu la dopamine de façon à pouvoir se dépasser, se motiver. Nous allons à présent vous parler un petit peu de la vision de l'EPS à travers nos outils EPIC. Alors ces outils, on en a 4 formes. Des outils indicants, des outils visuels, des outils combinatoires et des outils radars. Et là-dedans, on va vous illustrer notamment l'indicant, le combinatoire, et puis je vous parlerai du radar et je vous montrerai comment ça peut s'inscrire dans nos propositions. Tout à fait. Également, donc, dans le cadre de nos outils, nous avons une sensibilité à articuler les différentes dimensions qui composent la compétence.
Donc la motricité, la méthodologie et le social à travers 3 fils. Le fil rouge que vous pouvez voir en bas de cette flèche, le fil bleu méthodologique et le fil social. Ces fils, ils vont avoir une hiérarchisation et une signification qui va être vraiment locale et contextualisée par rapport à votre contexte d'enseignement, mais également par rapport à l'activité. Je prends l'exemple, par exemple, dans cet outil là, l'indicateur, le 547 en escalade, on a fait le choix de mettre les points 100, donc la plus haute valeur, sur le fil bleu, le méthodologique. Ce qui pourrait paraître complètement surréaliste en EPS, qu'il n'y ait pas la motricité sur la partie la plus importante de l'évaluation. Mais n'oublions pas que nos outils sont contextualisés et nous ne faisons pas ça par hasard. Nous sommes en escalade, nous sommes en 6e, nous sommes sur des élèves qui sont sur une première séquence d'enseignement. Qu'est-ce qui est important en escalade, en 6e, sur une première séquence d'enseignement ? À notre sens, c'est d'abord le permis d'assurer la sécurité. C'est donc pour ces raisons que nous faisons le choix de mettre le méthodologique en premier, puis le social et enfin le moteur. Ce qui n'empêche pas qu'après, sur une séquence prochaine, dans le parcours de formation de l'élève, les vecteurs sont évolués à se hiérarchiser de manière différente pour aller laisser une plus grande place à la motricité lorsque le reste, le plus important à ce moment-là, a été réglé. Regardez la preuve, avec le 6049 en rugby, vous voyez bien que les points 100 ont été donc amenés sur la motricité. Dans une évaluation complètement collective, dans ce choix de CA4, de dire que la CA4 c'est le collectif et le rugby c'est le collectif pour mes élèves dans mon contexte, donc tous les vecteurs sont collectifs dans l'évaluation. Vous êtes d'ailleurs, et je vous le dis là, sur une évaluation par indicateur de type visuel. Donc ici, sur ces outils, vous voyez bien qu'il y a différents fils qui se croisent et s'entrecroisent. Donc les fils de Jean-Luc a dit, fil rouge, fil bleu, fil vert, fil rouge moteur, fil bleu méthodo, fil vert social. Nous, ce qui nous questionne, c'est l'épaisseur de ces fils. Est-ce que tous les fils ont la même épaisseur? A priori non, et puis ça dépend des profils de professionnalité d'enseignants. Il y en a qui vont être franchement pour du moteur, d'autres pour le diminuer, pour laisser plus la chance à certains élèves qui sont peut-être plus éloignés de la pratique. Ça dépend du contexte d'exercice. En collège, c'est peut-être plus souple. En lycée, c'est imposé. La FL1, il n'est pas loin de autour de 12 points. Les deux autres AFL, ça doit constituer 8 points. Mais ces 8 points, là aussi, la taille des fils peut varier. C'est 4-4. Ça peut être aussi 2-6. Ou ça peut être 6-2. D'accord? Donc là, on a toute une dialectique autour de ces fils. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les hiérarchiser de façon, si possible, réfléchie et consciente. C'est-à-dire qu'on le fait par rapport au profil de professionnalité de l'enseignant, ce qu'on a en soi-même, on le fait par rapport au programme, je vois Carole qui me regarde, bien entendu on le fait par rapport à ce que nous demande de faire l'institution, mais on le fait aussi par rapport à notre lieu d'exercice, mais aussi par nos élèves, par rapport à nos élèves, de façon à les mettre le plus possible en réussite. À présent, nous aimerions donc séparer le reste de notre intervention au regard de nos fameux fils dont nous venons de vous parler. Nous allons commencer avec le fil rouge moteur, donc, qui organise la motricité dans notre démarche d'évaluation par indicateur de compétences. J'aimerais vous parler, en tant que jeune enseignant, de quelque chose qui m'organise la progressivité adaptée, individualisée. Je suis parti du constat, en tant qu'élève, d'une certaine frustration de me retrouver dans des situations d'apprentissage très fermées, soit trop faciles, soit trop difficiles pour progresser en EPS, là où le prof faisait une situation finalement pour tout le monde. En tant que jeune enseignant, j'étais très largement focalisé sur la tenue de ma classe, sur la discipline, et je proposais donc des situations dans une logique de progressivité programmée de séquence qui ne correspondaient pas forcément finalement aux besoins de mes élèves à ce moment M. Donc certains, dans mes situations les plus faibles, excusez-moi le terme, pourraient s'ennuyer, pourraient être en difficulté, tandis que les plus à l'aise dans la situation pourraient s'ennuyer. C'est quelque chose qui m'a dérangé, et en écoutant encore une fois aussi les travaux du groupe Plaisir, j'ai pu voir aussi une certaine organisation des situations d'apprentissage, et donc avec cette notion de réussite programmée dans des situations d'apprentissage progressives, m'a permis vraiment de m'organiser dans la mise en place d'une réelle progressivité de la transmission de mes objets d'enseignement. Je fais aussi le lien avec un peu le neuro et les jeunes quelque part. On sait tous avec les réseaux sociaux, avec Instagram, ce problème qu'on a avec le scroll qui démolit complètement le rapport dopaminergique et le rapport à l'attention et à l'effort. Donc d'autant plus en 2024, avec toutes ces problématiques de jeux vidéo et de réseaux sociaux, il faut proposer à nos élèves des situations qui les mettent en réussite dès le départ, quitte à ce que tout le monde réussisse. Et c'est pas mauvais que tout le monde réussisse, bien au contraire. L'estime de soi, la confiance en soi, pour évoluer progressivement vers des difficultés croissantes et adaptées aux élèves.
Ensuite, le deuxième levier qui m'a soulagé, c'est l'apport du groupe EPIC dans l'organisation de mon cours en travaillant davantage par atelier de besoins révélés par le score, créé dans une situation complexe. La situation complexe, c'est là où notre indicateur va venir fonctionner en synergie avec notre dispositif qui l'organise, à savoir qui fait quoi, à quel moment, de manière à ce que les élèves en co-évaluation et donc en autonomie puissent se situer régulièrement dans la séquence pour pouvoir progresser. Donc en natation, avec une classe de 5e, où les élèves donc sont par trinôme, un nageur, 2 élèves avec un chronomètre et qui comptent les coups de bras du nageur le long du bassin. Suite donc à ce passage dans la situation complexe, les élèves vont aller donner leur score, donc le nombre de coups de bras et le temps à, donc là c'était la dispensée qui prenait, l'INAPT, excusez-moi, qui prenait les scores. Ils vont se situer sur la cible donc de l'indice technique qui a été décomposé par besoin en fonction des scores, et chaque secteur dans cette cible va donner un problème majeur à travailler et donc des situations d'apprentissage que les élèves peuvent aller travailler en binôme de manière autonome. De cette manière, pour revenir un petit peu sur ce que disait Loïc ce matin, c'est d'une certaine manière de passer d'un prof qui va être plus magistral, descendant, à un prof qui va venir travailler, moi j'appelle ça un peu le prof satellite finalement, qui va, mais pas pour l'élève satellite, mais le prof satellite qui peut voyager dans ces groupes de besoins pour aller réexpliquer les consignes, conseiller, aider, faire progresser. Et à ce moment-là, on a une quantité de pratique qui est élevée, tout en conservant des rôles sociaux, de l'observation et bien sûr une progression individualisée. Il y a aussi donc, comment dire, sur cet outil combinatoire qui combine le temps et les coups de bras, un débat entre la performance brute autour de la motricité et l'autoréférencement. Alors sur le ciblage et les exigences communes qui sont à définir, donc là bien entendu on se tourne fortement vers notre groupe ressource entre guillemets ici de l'AEPS qui est le CEDREPS pour définir le fond culturel, les objets d'enseignement, ça a été expliqué, il n'y a pas d'objet d'enseignement sans qu'il y ait une forme de pratique scolaire qui soit vraiment définie et rattachée proprement, hein, et de façon à pouvoir prioriser des acquisitions. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de travailler sur ce versant motricité. On fait aussi, encore une fois, un lien avec le groupe plaisir, vous paierez quelques bières, par rapport aux expériences à vivre, la mobilisation, mais aussi les préoccupations. C'est vraiment ces deux choses-là dont on se nourrit et qui font qu'à un moment donné, on essaye d'être plus précis dans ce qu'on attend par rapport aux élèves. Donc ici, on a notre tableau sur lequel on essaye de s'organiser et à percevoir ce qui nous paraît essentiel à transmettre. Julien a parlé de ceux qui vibrent et ceux qui frottent. Pour les enseignants, moi, il y a ceux qui grattent et ceux qui piquent. Le respect, ça me gratte un peu, ça me perturbe un peu, ça m'énerve. Par moment, les conduites d'évitement, ça pique. Les enseignants qui sont sur le terrain le connaissent peut-être. Moi, je suis dans un lycée urbain. Ils ont facilement accès aux docteurs, voire à des certificats médicaux par le biais de la famille, etc. Et que ce soit sous forme d'excuses, sous forme de mots de parents, sous forme de certificats en tout genre, même par des kinés, que sais-je, des inaptitudes plus ou moins bien remplies, des dispenses, etc. etc. Donc là, par contre, là, je pense qu'il y a un travail à faire pour le PS de demain. Et c'est pas une vision épique, c'est une vision AEPS, parce que ça, vraiment, c'est vraiment générateur de comportements qui sont pas à soutenir. Donc nous, ce qu'on aimerait, ce serait vraiment renforcer les aptitudes partielles. Bon, j'ai en mémoire que Teddy, qui est dans l'amphi, je l'ai vu en haut tout à l'heure, là, pour travailler avec, par exemple, l'Académie de Rennes, on fait un certificat médical qui me paraît tout à fait opérationnel. Ces certificats médicaux, ils datent de 1989. Et par moment, on est pollué par ce type de certificats, et c'est vraiment compliqué. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment d'aller vers l'EPS, en plus sur ordonnance, notamment pour les élèves qui en ont le plus besoin, qui sont le plus éloignés de la pratique, qui ont des difficultés, etc. Par rapport en mobilisant, par exemple, des heures d'accompagnement
d'accompagnement personnalisé dans les établissements, etc. Donc de l'EPS en plus, comme on ferait du sport sur ordonnance, comme ça se fait dans la société civile. Et petite remarque avant de petit appel, petit SOS, on sait, pour ceux qui enseignent la natation, moi à Ajaccio, j'ai 50% de mes élèves qui sont inaptes, qui sont allergiques au chlore. Bon, c'est 2% de la population française. Moi sur Ajaccio, j'en ai 50%. Donc je positionne mes cours en début d'année, en septembre. Ils courent tous chez le médecin. Ils reviennent tous avec des certificats d'allergique au chlore. Je leur demande, quand ils ont tout posé, quand ils ont tout déposé, je dis ok super, on va en mer. Et c'est ce qui me permet de continuer à pouvoir faire natation, on en est là. Mais il me semble que Jean-Luc Dubaldi, collège Larivoisier, il y a quelques années, hein, aide-moi, ces collèges, faut-il encore programmer la natation au collège Lamartine? Au collège Lamartine. C'est quelque chose qui dure et qui pollue. Donc ma demande, solennelle entre guillemets, si on pouvait faire en sorte que ça sorte des mains du médecin de famille, qui est obligé de répondre aux attentes de ses clients, pour que ça aille vers un médecin dermatologue réel, qui vraiment peut faire des tests d'allergie, ou alors un médecin du sport qui sera un peu plus regardant, ce serait vraiment une belle avancée. Donc après la passion de Cyril sur la mer, moi j'ai parlé de la mienne, qui va être l'outil. Et pour que ce soit extrêmement bien fait, ça va être Julien qui va en parler. Je vous remercie Madame Lacoste. Donc on a aussi des choix dans nos outils, dans notre démarche d'évaluation par indicateur de compétences. Pourquoi? Parce que dans la méthodologie, ce qui nous organise, c'est aussi les programmes scolaires, c'est aussi les domaines. Dans les domaines, le domaine 2 en particulier, vous avez des méthodes qui vont pour nous être des indicateurs et apporter cette méthodologie d'indicateurs que je vous expliquais précédemment aux élèves, mais aussi des outils. Donc dans les indicateurs, on va avoir des indicateurs 1.0. Les indicateurs 1.0, je vous en donne une petite illustration ici en bas à droite, avec un indicateur de type donc visuel qui est axé, pourquoi 1.0, orienté plutôt sur la motricité et la méthodologie, quant aux 2.0 qui vont venir articuler les 3 fils de la compétence dans le même indicateur. Je parle aussi d'outils tout à l'heure, puisque nous développons donc cette année, une petite anecdote très rapide, j'étais l'année dernière à Pontoise, donc en Ile-de-France, avec des élèves en badminton, où j'avais mes fiches épiques, tout va bien, vous notez les scores, 1, 10, 100 000, très bien. Sauf que mes élèves, donc sans outils dans les mains, sans rien à faire avec leurs mains, commençaient à se donner des coups de raquette, et j'avais des conduites finalement avec des élèves qui n'arbitraient pas, et des élèves joueurs qui n'en avaient presque que faire finalement des objets d'enseignement que je leur donnais, le dégagé, l'amorti, etc. J'ai décidé donc de créer un outil, un scoreur, très simple, avec des feuilles plastifiées, agrafées entre elles, et des curseurs qui permettent donc d'attribuer les points et d'avoir un outil pour récupérer les scores. De cette manière, je me suis retrouvé avec des élèves qui d'un coup se sont mis debout pour observer, sans vous dire que l'outil est magique, hein, ce n'est pas là mon propos, mais où derrière, en attribuant des valeurs de points à des, des conduites motrices, des élèves qui venaient vers moi pour me demander « Mais monsieur, j'ai 1000 points, il m'a dit que j'avais 100 points, on est bien d'accord que le SMATch c'est ça, ça, ça. » Donc là, ça venait des élèves de venir me demander limite des situations d'apprentissage et les critères de réalisation et de réussite pour avoir des points. Nous développons donc très rapidement un scoreur, deuxième scoreur, puisque le premier était assez archaïque avec des couleurs, ça attirait l'œil des élèves, mais vous voyez bien qu'un point 1 c'est pas rouge, un point 1000 c'est pas vert foncé, d'accord, ça n'a rien à voir avec le niveau de maîtrise. Cette version 2 du scoreur épique naît dans un partenariat de l'EPS avec Équipe EPS, qui est un catalogue d'équipements sportifs créé par les profs d'EPS pour les profs d'EPS et qui sera disponible dès la rentrée prochaine dans leur catalogue pour accompagner nos outils et nos indicateurs. Avec Cyril, on a un réel anachronisme des propositions et un réel paradoxe générationnel, et je lui laisse la parole pour en débattre un petit peu. Alors effectivement, c'est intéressant, on a souhaité le soulever et le dévoiler à tout le monde de façon publique, le déballer, entre guillemets. Julien, qui est un jeune prof, très jeune prof, 3 ans d'ancienneté, il fait un retour à la tablette physique, à la plaquette plastique. Ok. Et moi, qui ai 25 ans d'ancienneté, j'aime bien développer les outils numériques sous forme d'algorithmes pour prévoir, anticiper, aiguiller, révéler. Et on a trouvé ça
vraiment un petit peu surprenant, anachronique. Pourquoi? Parce que c'est le contexte qui nous organise. C'est le contexte qui nous organise et puis aussi notre fibre d'enseignant, tout simplement. Et par rapport à ça, donc, le message, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution ou d'enseignant modèle, etc. C'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun. Alors ici, ce qu'on va vous présenter, c'est une autre forme d'outil EPIC, le radar. Ce radar, j'ai essayé de m'organiser de façon à pouvoir gagner en précision et gagner en temps. Pas parce que je suis un geek de l'informatique, c'est pas le cas, c'est parce que je veux me libérer du temps pour être au contact de mes élèves. Et ça se justifie aussi parce que je suis en lycée, là pour le coup avec ce fonctionnement, et en lycée, mon but, c'est de les former, de leur permettre de travailler sur l'éducation au choix. Et pour ça, il a fallu que j'essaye de créer un outil. L'outil est ici en capsule vidéo, donc je lance le dé, je tire un scénario au hasard et voilà, je ne suis plus à la piscine, je suis en CA2, je suis en savoir nager, je suis en sauvetage, je suis en mer. Il y a un clapot qui est réel, il y a mon élève qui est déstructuré, qui doit réagir, qui doit interagir différemment avec le milieu, qui doit construire une nouvelle motricité, voire changer de crawl. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout à l'arrivée, avec son observateur, son binôme, son tuteur, il vient se positionner sur les 4 axes, donc l'indicateur d'impact scénario, l'indicateur mental, l'indicateur musculaire et puis l'indicateur respiratoire, et ça colore au centre mon indicateur de compétence. Là, l'indicateur de compétence dit qu'à un moment donné, l'élève peut s'engager raisonnablement, mais que ça reste difficile. Et je reviens sur ce qui frotte, ça va être compliqué. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir amener l'élève à sortir d'une prise de décision brute, d'une prise de décision émotionnelle, binaire, pour le forcer à ouvrir le panel, à séquencer sa prise de décision. Séquencer sa prise de décision en fonction de ses ressentis, de façon à pouvoir dépasser l'émotionnel. On dit souvent les élèves, quand ils sont pris dans le feu de l'action, ils sont comme myopes par rapport à l'avenir. Si on regarde les marqueurs somatiques de Damasio, il n'y a pas de choix rationnel, c'est des choix qui sont pilotés par l'émotion prioritairement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir leur faire séquencer une prise de décision et éventuellement la pondérer pour par la suite, au vu de différents résultats que j'ai pu, ou sensations dont j'ai pu faire l'inventaire, prendre une décision qui soit la plus réfléchie, la plus rationnelle possible. Je m'engage ou pas, ou je renonce. C'est l'essence du CA2 à mon sens. Je m'engage, savoir s'engager, savoir renoncer. C'est une compétence à part entière du CA2. Donc ici, on peut faire le lien, bien entendu, avec les expériences corporelles culturelles dont parle le groupe, le CEDREPS, avec les ECC2, j'ai noté, sur l'aventure, et aussi le plaisir de pratiquer. J'ai entendu tout à l'heure la possibilité de pouvoir connecter des expériences mémorables à partager. Nous, en tant qu'enseignants, souvent, enfin moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'émeut, c'est quand l'enfant, l'élève rentre chez lui le soir et il dit « Papa, maman, en gym, en EPS, en sport, que sais-je, aujourd'hui j'ai fait ça. » Voilà. Et là, je pense que déjà, il y a quelque chose qui est gagné. Alors, on va évoquer ensemble rapidement ma passion, c'est le 2.0. Le 2.0, en fait, c'est un indicateur 1, 10, 100 de type 2.0. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'entremêle les 3 fils. Alors, on va se situer, en fait, dans l'activité danse. Et l'idée, c'est que je veux que mes élèves, ils manipulent et ils s'approprient, en fait, des critères simples à travers ce tressage moteur, méthodologique et social. Il va y avoir un score et le score, il fait apparaître, en fait, des lignes de force et puis forcément un obstacle. Au-delà de ce score que va avoir l'élève, on va avoir cette idée d'aiguillage qui va révéler l'atteinte des compétences. Donc l'aiguillage, en fait, c'est quoi? C'est un étayage. Donc soit c'est vous allez venir soutenir provisoirement vos élèves à travers des ressources extérieures, une fiche score, du matériel, une fiche simple d'outils, ou alors il va y avoir un guidage. Et c'est une forme dépendante de l'enseignant. Alors ici, on va se situer dans mon établissement. Et en fait, on va rechercher à ce que l'élève accepte de demander de l'aide à l'enseignant, et ça, c'est assez difficile.
Bien sûr, hein, cet aiguillage, en termes de guidage, il va être amené à être dévolu en fait, à l'ensemble des élèves sur le cursus. Alors pour illustrer mes propos, n'ayez pas peur, on a affiché le 344, on se situe en danse en 5e dans un collège plutôt difficile, et on va essayer de modéliser par le score la performance artistique. Donc l'outil des unités, c'est ce qu'on appelle le cadre de composition, c'est ce que je veux voir comme élément apparaître dans la chorégraphie. Les dizaines, c'est la motricité pure, c'est la lisibilité de l'intention. Donc mes élèves, ils ont des verbes d'action issus d'un brainstorming sur l'horreur. Donc je vais les voir se désosser, se tordre, s'électrocuter. Et l'outil 100, c'est l'effet qu'ils vont faire sur le spectateur. Donc si je me situe in situ avec mes élèves, je vais donc les aiguiller. Ils ont un score, le 124. Pour lire ce score, je fais comment? Le 1, ça veut dire qu'il n'y a eu qu'un seul effet sur le spectateur. Donc ce n'est pas idéal, ce n'est pas ce que j'attends. Les 2, c'est il y a eu 2 lisibilités d'intention. Par exemple, j'ai bien reconnu se tordre, j'ai bien reconnu électrocuter. Et enfin, ils ont bien respecté le cadre de composition. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'à travers ce score, je vais être capable de les aiguiller. Et donc ici, la situation, elle s'appelle l'Odyssée d'Homère pour créer ce qu'on appelle un moment fort et gagner 100 points. Parce qu'ici, en fait, à travers cela, ma priorité motrice, elle se définit par le fait de diversifier et de complexifier la motricité expressive pour provoquer un effet sur le spectateur. Pour ça, en fait, je vais imposer un scénario à l'élève pour que je puisse solliciter son imaginaire. Et il va y avoir un nouvel outil qui va être en fait un petit tableau où je vais imposer un trajet dans l'espace. Je vais imposer une partie du corps qui initie le mouvement. Je vais leur proposer différentes intentions à travers les verbes d'action. Et ils vont imaginer le bonus pour provoquer un effet et faire de l'effet sur le spectateur. Dans cette dynamique finalement d'aiguillage à travers un score, comme on vous en parle depuis le début de notre intervention, il s'agit là du 3CD, clarifier, 3CP, pardon, clarifier, comprendre, se confronter pour progresser. C'est vraiment notre objectif qui nous organise. C'est réellement donc un apport méthodologique qui vient dynamiser le moteur et le social par une observation outillée dans une relation d'interdépendance fonctionnelle. Comme on a l'habitude de le dire dans notre groupe EPIC, c'est moteur fois méthodologique fois social qui va donner un moteur au cube. Donc ce qui est intéressant en fait ici dans mon illustration, c'est la notion d'entraide. Hein. Donc je fais le constat dans mon établissement qu'il n'y a pas d'entraide. Pour mes élèves, en fait, demander de l'aide, c'est être fragile, c'est être faible. Donc vraiment, l'idée, c'est de changer ce paradigme. Avec un guidage, on va amener un cadre, en fait, où s'installent 2 valeurs fondamentales pour moi, qui sont l'entraide et l'empathie avec mes élèves et entre mes élèves. Et le deuxième élément important, c'est via cet étayage, c'est utiliser un outil qui va permettre de communiquer de façon positive et constructive sur des indicateurs et des observables précis entre mes élèves. Alors, vous aurez peut-être remarqué que Lucie ne fait pas spontanément les liens avec certains groupes, ressources. Et nous, ça nous est cher, ça nous active aussi, c'est quelque chose qui nous construit. Alors, il y a un lien fort avec Coopération, on l'a entendu tout à l'heure, qui est le groupe premier degré, hein, il travaille sur l'imaginaire. Elle travaille aussi beaucoup sur l'imaginaire. Et là, effectivement, donc, nous, ça nous permet aussi de se nourrir des propositions. Alors, que ce soit le fossé, que ce soit l'ogre bleu, que ce soit etc. Mais c'est quelque chose qui nous permet d'activer aussi nos élèves dans le secondaire. Et puis, un lien fort aussi, bien entendu, au groupe Coopération, à travers le pilier psychosocial, effectivement, qui mobilise. Et puis les valeurs qui sont à transmettre. Les valeurs, bon, bien entendu, c'est quoi un bon spectateur, mais aussi c'est la tolérance, le respect de l'autre. À présent, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a assez transcendé et partir d'un constat. En tant qu'élève, au collège comme au lycée, je me suis retrouvé à devoir être arbitre en basket sans que mon prof ne me l'ait appris. Donc à part des consignes éparpillés dans la séquence d'enseignement ou des arrêts de séquence de jeu, il n'y a eu aucun moment finalement où on a eu un apprentissage de l'arbitrage. Pour ça, je mets un petit coup de pied dans la fourmilière, excusez-moi l'expression, en vous parlant de situations d'apprentissage purement sociales. Pourquoi? Parce qu'on flèche toujours ça sur la motricité. Alors qu'à mon sens, on a beaucoup à y gagner, à apprendre à nos élèves aussi à devenir arbitre, à vivre cette tranche de vie d'arbitre.
Pourquoi? Parce que quand tu es élève et que tu n'as pas appris à arbitrer, qu'on te met dans un match, tu n'as pas envie d'y aller parce que tu as honte de ne pas savoir faire ce qu'il faut, et tu as surtout peur de te prendre la foudre des copains parce que tu n'as pas sifflé ou tu as mal arbitré une faute en jeu. Donc le résultat là-dedans, c'est une réelle insatisfaction professionnelle, et pour dépasser ça, j'ai voulu mettre en place l'utilisation de l'outil numérique, désolé Cyril, je marche sur tes plates-bandes, pour apprendre à arbitrer en sport collectif. Donc on utilise PowerPoint ou Rush, des outils assez simples finalement à utiliser, pour mettre en place une application avec une programmation type action de jeu, compte à rebours de réflexion, sélection de la réponse sur la tablette et réponse juste d'arbitrage, pour que les élèves par équipe, là dans l'exemple en Ultimate, puissent apprendre à arbitrer et à s'améliorer. Bien entendu, c'est un moment dans la séance. Ça ne va pas faire une séance complète, et vous pourrez voir en arrière-plan qu'il y a aussi un moment, un match derrière qui se déroule. Mais là, cette équipe, le score a révélé un besoin d'arbitrage. Donc voici ce qu'ils voient sur la tablette. Le premier qui va avoir la bonne réponse d'arbitrage va la dire et va gagner un point dans ce duel d'arbitre, tout simplement. Vous voyez, derrière, il y a des matchs, il y a de la motricité aussi, mais ces élèves-là, à ce moment-là, ont besoin de travailler le fil vert social. Sur ce côté social, pareil, hein, ce qu'on cherche à créer, c'est vraiment une interdépendance fonctionnelle. C'est-à-dire créer le besoin de l'autre. Pas le faire nécessairement parce que l'institution nous l'impose et qu'on se doit d'obéir, on est bien d'accord, mais parce qu'on y trouve un intérêt. Donc vraiment, dépasser ce côté formel pour aller vraiment sur un côté fonctionnel. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de vérifier ou de mettre en œuvre, en acte, les compétences psychosociales à travers leurs piliers, hein, cognitifs, émotionnels et puis social. Donc les mettre en œuvre dans le cadre de nos cours d'EPS, et ça c'est une richesse. Nous arrivons au terme de notre intervention. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre attention, et je profite des quelques secondes qui me restent pour vous rappeler que nos ouvrages sont disponibles donc à la sortie de l'amphithéâtre. Dans le premier qui se veut dans un cadrage de nos notions et de nos concepts, et le deuxième qui se veut plus pragmatique dans la présentation de nos outils et dans la contextualisation de ceux-ci. On vous remercie.